Bonjour et bienvenue à cette causerie dominicale. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Tina Ruet, qui est animatrice au service des programmes du Canada pour développement et paix pour la province. Alors bonjour Madame Tina. Bonjour Monsieur Albert. Et Monsieur Emmanuel Noël, qui est de Haïti. Alors, je vais demander à Madame Tina de vous présenter. Alors bonjour Monsieur Noël. Bonjour Monsieur Albert. Et Madame Tina va vous présenter. Monsieur Emmanuel Noël est agronome de formation, mais il est l'agent de suivi de projet de développement et paix pour Haïti. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans les domaines connexes dans lesquels nous œuvrons en Haïti, mais depuis 2 ans, il est les yeux des Canadiens pour voir est-ce que les projets s'accomplissent dans Haïti tels que convenu. Donc, il vérifie si d'ailleurs nos agents sont bien investis et si les projets sont durables. Alors, merci. Monsieur Noël, elle a dit que ça faisait depuis 25 ans que vous connaissiez le développement et paix. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené à connaître le développement et paix? Quelles sont les circonstances, disons plus ou moins 25 ans? Oui, depuis 25 ans, je travaille dans des domaines connexes aux activités qui sont réalisées par le développement et paix, qui sont financées par le développement et paix. J'ai commencé dès la sortie de la fac avec la Caritas Helvetas, et puis j'ai cheminé avec les Ménonites, MEDA, Mennonite Economic Development Associates, et puis j'ai travaillé avec Tearfund, toujours dans le milieu rural, avec le même secteur, c'est les associations paysannes. Donc, ça fait 2 ans, comme l'a dit tantôt Tina, que je travaille avec Développement et Paix comme agent de suivi. C'est encore dans les mêmes communautés, avec à peu près les mêmes associations, les mêmes partenaires de terrain qu'on travaille. Est-ce que je peux vous demander l'évolution que vous avez pu voir dans vos communautés qui a été apportée par le développement et paix? Quelles sont les étapes peut-être qui se sont produites chez vous? Et avec nos partenaires, les partenaires de développement et paix, on travaille, on a des partenaires, développement et paix a des partenaires en Haïti depuis plus d'une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu un bureau fixe de développement et paix en Haïti, mais des partenaires, ça existait, ça fait longtemps déjà. Donc le travail que l'on fait, que l'on supporte avec nos partenaires, c'est un travail qui est fait dans le sens de l'encadrement. Dans l'encadrement, la formation des groupes de base, des associations de paysannes pour le renforcement de leurs capacités, de façon à leur donner les outils qui permettent de faire des interventions durables dans les différentes communautés là où nous intervenons. Parmi les projets que vous avez travaillés, pouvez-vous en énumérer un ou... Oui, il y a plusieurs domaines d'intervention. Et ce n'est pas nous, au niveau de développement et paix, qui définissons les projets. Encore moins les objectifs pour les différents projets. Les objectifs sont fixés par les partenaires en échange, après plusieurs échanges, plusieurs rencontres de discussion, de débats dans les communautés sur des situations sociales qui existent dans ces communautés. À partir de ça, on a des besoins qui ont été identifiés. À partir des besoins, un document de projet nous est présenté à Développement et Paix et on fait aussi une analyse du dossier reçu. Certaines fois, on retourne dans la communauté pour voir est-ce que les objectifs listés dans les documents de projet correspondent effectivement à ce qui est demandé, sollicité au niveau de la communauté. Après ça, il y a le protocole d'accord qui est signé. Donc, les secteurs d'intervention, ça dépend des partenaires. Et des interventions, les secteurs d'intervention, c'est la souveraineté alimentaire, c'est l'élevage, c'est la construction des citernes pour collecter l'eau de pluie qui va être utilisée pour arroser les champs qui se trouvent tout près de la maison ou pour être utilisée à l'usage domestique. C'est aussi les droits humains, c'est aussi, comme secteur d'activité, l'accompagnement des organisations de femmes dans la quête de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes. C'est la radio communautaire aussi, c'est toute la communication sociale. Et tout ça, ça fait partie de divers domaines d'intervention que nous accompagnons nos partenaires sur le terrain. Donc, je reviens sur un point intéressant que vous avez dit. Ce n'est pas développement et paix qui donne le programme ou
sur lequel on va travailler. C'est la communauté elle-même et vous travaillez avec ces gens qui proposent un projet, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement c'est ça. Parce que nous n'imposons pas. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous ne faisons qu'accompagner les partenaires à partir des besoins que eux-mêmes ils ont identifiés. Donc nous ne faisons pas aucune activité à leur place, encore moins les remplacer. Donc nous leur donnons du support pour que les rêves qu'ils ont eus, les objectifs qu'ils se sont fixés puissent être atteints avec un support financier, un support en gestion, en formation, un encadrement pour que les objectifs que eux-mêmes ils ont fixés puissent être atteints. Donc, ces gens-là devraient être plus motivés parce que ça devient leur projet et non pas un projet qui vient de l'extérieur qui leur est imposé. Oui, effectivement, c'est ça. On a eu des expériences dans lesquelles les projets ont dû faire face à certaines difficultés, mais ils savent que ce sont leurs initiatives, ce sont eux qui se sont donnés pour non seulement rédiger le document de projet, mais aussi faire l'implémentation des activités. Là encore, ils continuent de garder la motivation, de travailler fort pour surmonter les difficultés et réaliser leurs objectifs fixés. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le meilleur moyen de faire des projets qu'on dit durables, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste, disons, ponctuels, mais il peut y avoir des projets ponctuels, mais je dis de toute façon générale. Oui, je pense que c'est le meilleur moyen. Si on veut que ça soit durable, il faut que ça émane des communautés. Il y a certaines fois des institutions viennent avec des projets tout faits, des activités qui ont été identifiées soit sur l'Internet ou à partir d'autres rapports. Ils sont venus dans les communautés imposer les objectifs aux communautés. Et ça ne doit pas durer. Ça va se terminer, ça va stopper immédiatement que l'accompagnateur financier s'en va. Mais nous, à nous, au niveau du développement IP, ce sont les idées qui sont issues de la base, qui sont issues des membres de la communauté que nous encadrons, que nous supportons. Donc, ils sont là dès le début et jusqu'à la fin. Il peut arriver un temps que nous nous retirons, mais eux, ils vont continuer. Donc, M. Emmanuel nous a parlé d'ailleurs de ces projets durables-là grandement dans une multitude d'interventions qui a eu lieu dans différents diocèses depuis qu'il est parmi nous. Et il a parlé de la façon que ça s'effectue, cette durabilité-là. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un projet institué qui est en marche, on s'assure que les gens se prennent en charge par la suite. Donc, il y en a tellement à énumérer, mais j'en énumère un. Par exemple, le mouvement de paysans papaye, les gens ont appris à eux-mêmes prendre en charge leur maison, par exemple, leur jardin, à cultiver ces légumes-là, à les mettre en conserve, à les vendre et à recommencer. Donc, il y a un cycle qui se poursuit. C'est la même chose pour la volaille. Ils peuvent faire les œufs, la viande, le ventre, recommencer la reproduction, poursuivre. Et dans chaque petite communauté, il y a ce processus où ils sont capables de se prendre en charge. Même pour les maisons, il y a une usine directement sur place où on fait les blocs de ciment, les portes, les fenêtres, la toiture pour assurer cette suite-là. Donc, c'est de cette façon-là que s'assure la durabilité. Les gens sont en mesure de se prendre en main parce que les infrastructures sont là et qu'ils peuvent poursuivre les activités d'eux-mêmes, même s'ils n'ont pas l'accompagnement de développement épais auprès du partenaire. Donc, on pourrait dire que le projet prend racine sur place et du fait qu'il prend racine sur place, ben là, il grandit, il devient un grand temple qui continue. C'est ça. Oui, c'est parfait. Et c'est là la façon de travailler du développement épais. Depuis plus de 20 ans, nous avons des partenaires qui travaillent avec nous dans des projets réguliers. Okay. Des projets réguliers, c'est des projets avec des objectifs durables.
Avec le séisme, on a été interpellés parce qu'il y a certains de nos partenaires qui nous ont sollicités parce que ils ont eu dans leur communauté des maisons qui ont été détruites et ils nous ont sollicité notre support. Et là encore, mais pas avec des projets financés sous le label projet d'urgence, c'est encore du durable. Tina vient de parler de l'expérience qu'on a eue avec ITK à Gressier qui se trouvait tout près de l'épicentre du séisme. Et je peux aussi parler du mouvement des paysans de Papaye, le MPP, au plateau central. Au plateau central, après le tremblement de terre, on a eu plein de personnes qui ont été victimes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui ont dû se réfugier au plateau central, au département du centre. Parce que pour la majorité des gens là-bas qui vivent en Haïti, ils savent que le plateau central est une zone sécuritaire par rapport au séisme. Voilà pourquoi, quand le séisme a frappé Port-au-Prince, au cœur de la capitale, ils se sont réfugiés en grand nombre dans le plateau central. Et quand ils sont arrivés au plateau, ils se sont rendus à MPP, Mouvement Paysan Papaye, qui est une organisation paysanne qui couvre tout le département avec des associations, des regroupements, des structures locales, régionales, des structures d'organisation paysanne. Ils se sont rendus là pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça prend du fric pour l'hébergement, pour la nourriture, pour tout le support social. Donc là, c'est vrai que MPP connaît que Développement épais travaille dans du durable, et cela pendant plusieurs années, mais ils ont frappé à notre porte avec un projet permettant de venir en aide à ces déplacés. Effectivement, à l'intérieur de ce projet, il y a plusieurs activités. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le forage de puits, il y a la construction de citernes, il y a tout ce qui est mis en place. Il y a un jardin communautaire également, qui est fait dans des villages, parce qu'avec MPP, on met en place 5 villages dans une zone. Donc là, les personnes sont hébergées et avec tout ce qu'il y a en termes d'économie, d'espace de travail, de développement durable. Donc, même à l'intérieur de financement accordé pour un projet d'urgence, la durabilité est toujours recherchée. Donc, on peut dire que le développement est bien implanté à Haïti, que le travail qui s'y fait est très valable et c'est important que les Canadiens, nous supportions justement le mouvement développement et paix pour de toutes sortes de manières par notre contribution financière, mais même si ce n'est que par la promotion et en se servant des exemples de ce qui se passe chez vous peut-être aussi, pour nous-mêmes ici au Canada. Ce que vous dites, c'est extrêmement important, M. Albert, parce qu'on a 2 façons de supporter le développement épais. C'est moralement et financièrement. Mais moralement, c'est en devenant membre, en disant, comme Canadien, je supporte le développement épais et je parle de ces projets. Devenir membre, c'est pas une contribution financière extrême, c'est 5 $ pour une année ou 20 $ pour 5 ans. Mais c'est autant important que celui qui va pouvoir donner un grand montant d'argent pour la campagne du Carême. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Noël et Mme Tina. Merci, M. Albert.